Et donc, sans transition, d'abord, on va accueillir Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité de l'Architecture. Je suis ravie de le voir parmi nous. Et on va ouvrir donc la troisième séquence territoriale, si on peut dire, d'illustration territoriale, celle qui va porter sur la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, ville Action Cœur de Ville, et qui a mis en place une étude stratégique sur l'adaptation de la ville au réchauffement climatique par des solutions végétales, et notamment un rapport particulier à la gestion de l'eau qui va nous être expliqué dans quelques instants par Christelle Genre, adjointe à la transition écologique. Et non, vous allez nous le préciser. Jean-Marc Bouillon, consultant de Takai Conseil, et Jérôme Bougeot, premier adjoint. Je pense qu'il est... Non, il n'est pas là. Oh, il est en... distancié. D'accord. Bon, alors je vous laisse vous présenter parce qu'en fait, j'ai pas les bons noms. Ça va m'éviter des problèmes. Allez-y, je vous en prie. Présentez-vous et vos fonctions peut-être. Oui, bonjour à tous. Donc, oui, nous, on a tout mélangé. Le titre n'est pas tout à fait celui qui était indiqué. Donc, on va vous présenter ce qu'on est en train de réaliser sur la communauté d'agglomération de Blois et sur la ville-centre à Blois, où on a commencé un travail au départ autour de la problématique du pluvial et de l'urgence à agir, puisque la ville de Blois a un réseau qui n'est pas en capacité d'accueillir toutes les eaux pluviales. Donc on a commencé un travail sur l'eau, la gestion de l'eau à la parcelle, qu'on a rapidement élargi en fait à la question de la végétalisation de la ville. Donc du coup, on va effectivement se présenter et on va chacun finalement présenter une petite séquence. Donc Madame Menou qui va aussi indiquer quel mandat elle porte, qui est notre élue, va présenter la dimension un peu plus stratégique. Ensuite, Monsieur Bouillon, qui est notre assistant maîtrise d'ouvrage, présentera en fait la partie plus méthodologique. Et moi, donc qui suis responsable adjointe d'un pôle transition écologique pour la ville de Blois et la communauté d'agglomération, je présenterai plutôt la partie opérationnelle et où on en est de ce travail. Voilà. Donc, je laisse la parole à Madame Menou. Oui, voilà. Bonjour. Donc, je suis Hélène Menou, je suis adjointe au plan climat, la biodiversité, la végétalisation et l'alimentation, en fait. Donc, je ne sais pas où nous en sommes. Il y a un décalage toujours. Donc, pardon. Donc Blois se trouve, c'est une ville moyenne de 50 000 habitants qui se trouve sur l'axe ligérien entre deux métropoles d'influence, Tours et Orléans, et à distance de petites villes d'influence aussi, Vendôme, ou sites d'influence, Vendôme, Amboise et Chambord. Donc Blois, à mi-distance de ces deux métropoles, avait un déficit en fait d'attractivité, d'image, et a bénéficié dans les années précédentes, en fait, le mandat précédent, du programme Action Cœur de Ville, en fait. Et donc a pu mettre en place des programmes de restructuration de son paysage du centre-ville et de redynamisation. Alors, je vous cite quelques exemples. Il y a un projet en cours en fait pour redynamiser en fait le tissu commercial qui était assez pas moribond mais un peu terne quoi, qui manquait de dynamisme, de renouveau. Donc redynamiser tout en amenant de la végétation en fait, comme on voit l'image à gauche. Il y a une révision en fait de tout le quartier-gare avec une construction d'un pôle multimodal et tout l'aménagement de ce même quartier avec l'arrivée en fait de bâtiments de l'INSA de Blois et d'autres bâtiments. Des mises en lumière de nos nombreux sites de monuments historiques, en fait, tout en maîtrisant la lumière nocturne pour éviter de gêner la biodiversité. Des restaurations de monuments historiques, dont on en a beaucoup, et notamment l'église Saint-Nicolas en ce moment, et des acquisitions de quelques monuments d'exception, en fait, dont on veut profiter.
Donc clairement, si on peut revenir sur la diapositive précédente, Blois, de par son histoire et de par aussi son relief, en fait, qui est vraiment très, très... avec des grandes... comment dire, enfin, ça c'est descend et ça monte en fait. Voilà, un profil particulier fait qu'il y a une grande minéralisation en fait de la ville en fait. C'est vraiment très très imperméabilisé. Enfin, on le ressent en fait. Hein. Donc notre projet en fait municipal et notre action vraiment municipale actuellement, c'est aller vers une végétalisation, un grand projet en fait de végétalisation, bien que Blois ait beaucoup de parcs en fait d'exception et des parcs dont on peut profiter en centre-ville. Hein. Voilà. Donc quelle vision stratégique ? On veut ramener en fait de la végétalisation pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça devient une question centrale hein, pour toutes les villes. Et Blois s'est doté en 2019 volontairement d'un plan climat et vraiment met la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de toutes ces actions. Donc rapidement, on s'est orienté vers des solutions végétales qui ont l'avantage d'être très efficaces, résilientes, économes, pragmatiques, mais j'ajouterais naturelles en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Des solutions qui s'adressent à tous en fait. Hein. On va essayer d'entraîner en fait le public à côté du privé en fait. On va végétaliser pour rafraîchir, mais aussi amener d'autres bienfaits en fait, qui sont indispensables dans la protection de la biodiversité, la protection aussi de nos nappes phréatiques, et puis une bonne installation d'une trame verte. Le confort urbain, on sait que au-delà de l'attractivité commerciale ou des monuments historiques, dans les années qui vont arriver, en fait, l'attractivité va reposer aussi sur le cadre végétal des villes, en fait, hein, qui vont amener du bien-être aussi et qui seront certainement des éléments essentiels hein, dans un futur très très proche. Et j'ajouterais que de nombreuses études, en fait, vous le savez, ont mis en lien un bien-être psychologique qui peut être proportionnel à la végétalisation de l'environnement. Et enfin, on a un partenariat exceptionnel dont Madame Jean va parler avec l'École nationale du paysage de Blois, hein, dont vous avez certainement entendu parler, donc qui forme des paysagistes et qui est devenu en fait un département de l'INSA de Blois en fait. Hein. Voilà. Et donc on a un projet très intéressant que je porte et qui me tient à cœur et dont Madame Jean va parler. Donc comme on vous l'a dit aussi, tout ça, ça s'articule aussi de la déconnexion, en fait, la GIEP, hein, la gestion intégrée des eaux pluviales, et de la déconnexion autant que faire se peut. On va voir si Monsieur Bouillon est bien avec nous, en duplex de Lyon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean-Marc, on vous entend, on est ravis de vous accueillir, et comme je vous sais très bavard, je vous remercie de faire relativement rapidement pour qu'on puisse prendre des questions, parce que je ne doute pas qu'elles seront nombreuses. À vous. Voilà, vous n'allez pas faire la blague qu'on fait de temps en temps, essaye de faire court Bouillon, c'est pas ça. Non. Alors, donc, je ne sais pas qui va faire défiler le PowerPoint au fur et à mesure que je parle, mais on va commencer par cette diapositive-là. Donc, on a vu, il y a une volonté assez forte, assez bien exprimée par les élus, de bâtir une stratégie d'adaptation de la ville au réchauffement climatique à partir de solutions végétales. Quand on regarde une photo aérienne d'une ville, en l'occurrence là c'est la ville de Blois bien entendu, et qu'on voit cette extraordinaire complexité que sont devenues nos villes, cet entrelac de parcelles publiques, privées, toute la fonctionnalité, etc. Et ben, en se mettant à la place d'un élu, on se dit mais mon Dieu, par où commencer et que faire? Donc la question qu'on essaye de développer avec Blois dans une espèce de construction innovante, c'est de répondre à cette question par où commencer et que faire, sachant que malheureusement il faut intervenir un peu partout
Donc, quand c'est partout, c'est beaucoup. Et donc, il faut essayer de trouver une organisation, un cheminement, une priorisation qui fait qu'on commence par là où c'est le plus nécessaire, le plus efficace, les priorités. Alors, l'image suivante, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, on a à disposition des outils qui peuvent paraître paradoxaux parce qu'on a à la fois des outils qui sont empreints de l'intelligence naturelle, les fonctions écosystémiques des plantes, hein, comme le disait Madame l'adjointe, cette intelligence de la nature, voilà. Et puis on peut se faire aider aussi par de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aide à faire de la lecture algorithmique des pixels des photos aériennes, desquels on est capable de tirer des diagnostics complètement inédits qui ouvrent le champ des possibles. En l'occurrence, là, vous voyez qu'on est capable de sortir à la parcelle cadastrale, donc pour chaque parcelle cadastrale, d'un îlot, d'un quartier, d'une ville, d'une agglomération, une fiche d'identité avec un certain nombre de renseignements qui peuvent dépendre des sujets qu'on traite. Nous, ici, c'est l'eau et le végétal. Donc, on a en bleu là, des informations sur le sol, la pente, le coefficient de perméabilité, le coefficient de ruissellement, donc le rapport entre la surface imperméable et la surface perméable. Et en dessus, plutôt dans le carré jaune, on a des informations sur la densité de nature par parcelle, avec est-ce que c'est des végétaux hauts, des végétaux bas, etc., etc. Alors, si on passe à la diapositive suivante, alors là, c'est pas un PowerPoint, c'est un PDF qui mélange les diapos qui étaient normalement censés arriver successivement, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On voit qu'on est capable de sortir des diagnostics assez précis sur des choses extrêmement importantes, comme par exemple le potentiel d'infiltration d'une ville, c'est-à-dire quelle est la capacité qu'a une ville d'infiltrer son eau de pluie en déconnectant par exemple les gouttières des réseaux d'assainissement. Donc la question, c'est est-ce que l'infiltration de l'eau de pluie peut être une réponse pour la ville de Blois qui a un problème, comme le disait Madame Jean, de capacité de réseau? Est-ce que infiltrer est une solution? Et on s'aperçoit avec ces diagnostics-là que si on étudie cette capacité d'infiltration à la parcelle cadastrale et qu'on additionne, on concatène tous les résultats, on s'aperçoit que Blois a, dans 70% des cas, la capacité très facilement ou moyennement facilement d'infiltrer les eaux pluviales. Donc, la ville est réversible. Avec ces mêmes lectures de photos aériennes, on est capable de définir également quel est le gradient de naturalité, c'est-à-dire quel est l'état de la nature à Blois, à la parcelle cadastrale. Est-ce qu'elle va être très forte, moyennement forte, faible, etc., etc. Et puis, être capable de répartir également la carte des températures au sol, l'indice de canopée, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'ombre porté par un végétal de plus de 3 mètres de haut, c'est-à-dire un végétal sous lequel quelqu'un peut s'abriter, etc. Donc, si on passe à la diapo suivante, on est capable, alors là, ça va brouiller encore plus les choses, donc on est capable de mêler, en fait, ces nouveaux indicateurs et de faire des requêtes croisées en disant, est-ce que vous êtes capable de me sélectionner les parcelles ou les îlots, en l'occurrence, là, vous voyez, ce sont des îlots urbains qui sont très facile, moyennement facile à infiltrer, c'est-à-dire où il y a des sols ouverts, où il y a la capacité d'infiltrer l'eau de pluie. En même temps, sélectionnez-moi les îlots parmi ceux-là qui sont les plus chauds, et sélectionnez-moi également ceux sur lesquels la nature, le gradient de naturalité est le plus faible. C'est-à-dire qu'il y a des sols ouverts, on a la possibilité d'infiltrer, il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et quand on sélectionne, on envoie ces requêtes croisées, voilà ce qui apparaît à l'écran. Là, on voit le tissu urbain de Blois et on voit des îlots qui apparaissent avec le code couleur très facile, bleu pour l'infiltration, facile, vert, toujours pour l'infiltration, jaune, etc., etc. Et là, on voit qu'on commence à répondre à la question, mais par où commencer, hein, et que faire? Et là, il nous manque, ça fait beaucoup d'îlots, donc il nous manque un indicateur, une catégorie d'indicateurs qui pourraient être des indicateurs sociaux ou sociétaux. Et donc, si on va sur la dia suivante, j'imagine, voilà. Et ben, quand on rajoute le critère social ou comment dire sociétal, il y a encore moins d'îlots qui apparaissent, et on peut faire apparaître également la liste des équipements qui peuvent nécessiter une action prioritaire, comme par exemple les écoles primaires, les écoles maternelles pour les programmes Oasis, les dispensaires, les résidences pour personnes âgées, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un empilement de critères possibles qui permet de
focalisé sur les endroits qui pourraient être les endroits prioritaires d'une ville. Et ce qui est intéressant dans l'aide qu'apporte cette intelligence artificielle et ces outils, c'est qu'on est sûr que ce sont des endroits où les réponses végétales sont adaptées parce que ça part par une analyse du sol et de la capacité de ce sol à boire l'eau de pluie. Alors, si on va dans la dia suivante, voilà, ça donne un zoom sur des données chiffrées. Donc, on s'aperçoit que dans le cadre de Blois, avec les critères que nous nous sommes fixés ensemble, eh ben, il y a 80 îlots qui apparaissent sur les 823 îlots urbains représentés à Blois, ce qui donne concrètement 100 hectares sur les 3400 hectares de la ville. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces 108 hectares, 83 sont des parcelles privées, 25 sont des parcelles sont du domaine public. Donc, ça nous permet de mettre le doigt sur un phénomène, c'est 80% de la ville est privée, 20% est public. Ça permet de répondre en partie aux questions qui ont été posées tout à l'heure sur avez-vous pris en compte le domaine privé ou pas. C'est indispensable quand il s'agit de prévoir des stratégies d'adaptation des villes au réchauffement climatique, de bien associer le privé au public parce que le privé représente 80% du foncier urbain. Alors, dans ces 108 hectares, 35 hectares de bâtiments sur lesquels nous n'intervenons pas, donc restent 73 hectares sur lesquels il faut prioriser les interventions. Et on s'aperçoit qu'on est capable de sectionner encore 25 hectares de sol, 23 hectares pardon, de sol imperméable, qui permet de privilégier les stratégies de désartificialisation, qu'il y a 49 hectares, presque 50 de sol perméable, qui permet de privilégier la végétalisation, et que l'ensemble de ces 80 îlots permettent de toucher 7200 personnes. On a ces estimations parce qu'on est capable de rajouter les carreaux INSEE qui permettent d'estimer combien de personnes auraient le bénéfice de ces premières actions. Alors, moi, je finis la partie explication de la méthodologie par ces conclusions. Nos villes sont rémédiables, donc c'est pas foutu, hein, c'est une bonne nouvelle. Donc, on est capable aujourd'hui de réverser le système en partant de l'eau. La qualité des diagnostics, aujourd'hui, sont pour nous extrêmement intéressants parce qu'ils sont, très précis, parce c'est ça qui est extraordinaire, ils sont précis à la parcelle cadastrale, mais ils sont aussi précis à la grande échelle, et ils apportent donc des réponses concrètes à la question par où commencer, que faire. Il y a un caractère très pragmatique et qui prouve que les solutions végétales sont des bonnes solutions. C'est pas toujours le cas. On est encore dans un système urbain qui a un petit peu tendance à privilégier la technique ou la technologie. Hein. Et puis, il part de l'eau. Et ça, moi, je voudrais insister sur combien il serait vain de bâtir des politiques de stratégie, des politiques de végétalisation massive des villes sans traiter la question de l'eau et l'infiltration du pluvial. Je cite souvent en exemple un chiffre du Grand Lyon qui disait qu'en 96, 50% des arbres remplacés annuellement, par le Grand Lyon avaient moins de 30 ans. D'accord ? Ce qui veut dire que, et en 96, il faisait pas très chaud et on a le droit d'arroser. En 2022, 2023, 2030, il va faire de plus en plus chaud et les préfets vont être obligés de prendre de plus en plus des interdictions d'arrosage pour préserver la ressource en eau. Donc, que deviendraient ces stratégies de végétalisation si on n'a pas traité d'abord la question de l'eau ? Et enfin, je voulais attirer votre attention sur un autre point. C'est que le renouvellement annuel de nos villes par l'ensemble des projets publics-privés, comme ceux qu'on a vus, ces très beaux projets de parking, de centre-ville, etc., en fait, ne renouvellent nos villes que de 1% par an. D'accord ? Et donc, si on ne bâtit nos stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique qu'en s'hébergeant sur le rythme de ces projets-là, on est parti pour 100 ans. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant parce qu'il faut plutôt envisager des stratégies sur 10, 12 ans pour arriver à coller à la réalité cette augmentation du climat. Alors, voilà, donc ça impose de revisiter un peu nos codes, ça impose nécessairement, d'additionner les compétences du privé, le foncier privé, avec les compétences du public et le foncier public, mais de nombreuses solutions existent et elles témoignent, comme je le disais, que nos villes sont rémédiables. Et Christelle va vous en présenter quelques-unes, j'imagine. Merci.
Merci. Donc, par rapport à ce qui vient d'être exposé, donc on voit bien effectivement qu'à Blois, on a pris conscience du fait qu'on ne pouvait pas se contenter effectivement du renouvellement urbain. Donc, par rapport à ça, on essaye de s'organiser. Donc là, vous voyez une représentation en facilitation graphique en fait de la méthode qu'on a mis en place. Actuellement, en fait, on est sur la finalisation de la phase de diagnostic. Donc, on est en train de bâtir la stratégie d'aménagement et on est en train de passer dans la phase opérationnelle. Et je dirais même que, en fait, on mène en parallèle déjà des actions de mise en œuvre en même temps qu'on consolide finalement la stratégie qu'on met en place. Ce travail-là, qui vient d'être exposé par Monsieur Bouillon, vient s'additionner aussi à un travail qui a été fait avec les étudiants de l'école du paysage, avec lesquels on a conventionné et qu'on a missionné en fait pour analyser tout notre territoire urbain dans cette logique de gestion de l'eau et de renaturation de la ville. Donc c'est vrai que dans les slides suivantes, alors celle-là je ne vais pas beaucoup passer de temps puisqu'on a déjà évoqué la partie méthodo, vous retrouvez les îlots en fait qu'on a choisi de sélectionner, peut-être juste insister sur le fait que sur les îlots urbains sur lesquels on travaille actuellement, voilà, on a donc bien pris conscience que en travaillant sur 2% du territoire, on intervenait sur 16% de la population. Donc on y inclut aussi voilà, toute une dimension sociale. Et puis cet enjeu fort aussi sur lequel on est en train de s'attaquer, c'est la question du domaine privé. Donc ça fait écho à l'échange qu'on avait tout à l'heure sur une autre présentation. En tout cas, sur la question de la gestion de l'eau à la parcelle, on est en train de travailler aussi sur le domaine privé, travailler avec des bailleurs, travailler aussi avec les particuliers et sur la partie eau, on se fait financer un poste d'une personne en fait qui va aller déjà sensibiliser les habitants, les porteurs de projets privés en fait à ces questions-là pour essayer d'influencer finalement leurs projets et de créer une cohérence globale sur l'ensemble de notre territoire. Donc là, c'est une représentation en fait d'un îlot. Quand on va dans le détail, voilà. Ensuite, on travaille sur les îlots qui ressortent de ce travail de cartographie qui nous aide à prendre de la hauteur et puis à simplifier voilà la représentation de notre territoire. Donc des fois on a des surprises puisque là on voit que c'est un peu du pavillonnaire, des maisons individuelles qui ressortent comme des zones à enjeu. Donc c'est bien pour ça en fait qu'on essaye d'agir avec les particuliers pour essayer de modifier leur façon finalement d'aménager leurs parcelles en leur expliquant pourquoi c'est intéressant de déconnecter leurs eaux pluviales et pourquoi c'est intéressant de bien réfléchir à la façon dont ils vont aménager leurs espaces extérieurs et à cette notion aussi de redonner de la perméabilité, y compris sur leurs parcelles. Voilà. Ensuite, on fait un travail aussi au-delà de la question des zones publiques et privées. On a regardé aussi, par exemple, le lien entre les déplacements cyclables et puis les voies publiques, de manière à repérer en fait celles qui sont déjà plutôt bien pourvues et qui peuvent nous servir d'îlots de fraîcheur pour les déplacements et favoriser les déplacements doux. Et puis celles sur lesquelles il faudrait retravailler. Donc là, on voit sur ces images, voilà des voies qui apparaissent en rouge. Donc ça nous permet, comme ça aussi avec les élus, de faire un travail de priorisation et de mise en cohérence entre différentes politiques publiques, dont la politique publique des déplacements. Ensuite, on vous montre maintenant rapidement quelques exemples. Je disais qu'en fait, en parallèle de ce travail de construction d'une stratégie qui se consolide avec la mise en place d'une autorisation de programme avec un budget sanctuarisé autour de la végétalisation, j'allais dire pure, on a commencé avec les services à la demande des élus, en fait, de convertir des zones. Donc, je vais dire, ça peut paraître symbolique, c'est des petites choses, mais l'idée, c'est aussi d'additionner plein de petites choses sur le territoire
pour faire bouger les lignes. Et puis justement dans la représentation qui vous est montrée dans le cadre de l'étude de naturalité, faire passer des zones du rouge au vert en quelque sorte. Donc on désimperméabilise des pieds d'arbres. On a fait, comme dans beaucoup d'autres villes, on travaille sur les cours d'école, donc on fait aussi un travail de déconnexion dans les cours d'école des bâtiments qu'on peut déconnecter au niveau du pluvial en recréant des espaces végétalisés dans les écoles. C'est pas toujours très simple parce que dans une école on doit concilier plein de choses, dont aussi la question de l'accessibilité. Donc il faut aussi réussir dans des espaces parfois très petits à concilier tous ces enjeux. On a mis en place une micro-forêt urbaine récemment au pied d'immeubles, plutôt dans une zone très urbaine. Et puis on a tout un travail aussi incitatif autour des budgets participatifs, où pareil on essaye de sensibiliser à cette question de la végétalisation pour essayer de favoriser aussi des projets qui vont dans ce sens-là. Alors ensuite, là c'est une représentation aussi du travail qui a été fait avec l'école du paysage, avec les étudiants. Donc ils nous ont remis un document qui fait au moins, je crois, 500 ou 700 pages d'analyse de notre territoire et de propositions. Là, c'est simplement une représentation sur le centre-ville de Blois qui montre qu'il nous propose aussi sur des secteurs très très urbanisés, des principes d'aménagement pour végétaliser les bords de rue et les façades. Ensuite, c'est un travail qu'on fait aussi toujours autour de l'eau et de la végétalisation. On est sur des espaces qui sont en limite bailleurs secteur public. Donc on engage un travail avec les bailleurs. Aglopolis notre communauté d'agglomération met de l'argent pour qu'on ait ce qu'on appelle des tickets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour travailler en fait sur des aménagements de déconnexion. Donc là par exemple on va voir en haut à gauche des parkings qui sont au pied d'immeubles sur lesquels on recrée des bandes vertes pour essayer d'allier déconnexion des réseaux avec un aménagement végétalisé au niveau des parkings. De l'autre côté, à droite, c'est une opération qui est en cours sur Blois où, pareil, là, on va déconnecter petit mètre carré par petit mètre carré, en fait, des zones de parking où, en fait, on laisse l'eau s'écouler sur des espaces enherbés qu'on va un petit peu réaménager pour que ça fasse des formes de cuvettes. Ça, c'est aussi des exemples. Actuellement, on réaménage une rue qui s'appelle la rue du Bourgneuf. Donc pareil, là, on essaye de récupérer, c'est plutôt dans le centre-ville de Blois. Donc on essaye de récupérer tous les petits espaces qu'on peut récupérer pour recréer des poches de végétation et de concilier ça aussi avec les habitants, puisqu'il y a évidemment un travail de concertation avec les riverains qui est en cours. Et puis peut-être pour terminer, donc les difficultés rencontrées, donc évidemment les partenariats publics-privés, ça nécessite un travail important pour aller convaincre les uns et les autres, enfin déjà être convaincus nous-mêmes dans le bloc élu, fonctionnaires dans la collectivité, et puis ensuite avec les partenaires extérieurs. Il y a aussi souvent la question qui revient, c'est le qui paye quoi ? Puisque, par exemple, on parle du problème de gestion du pluvial qui est porté au niveau de l'agglomération. On le résout par des solutions d'aménagement, par exemple dans la ville-centre, mais il y a souvent des petits tiraillements pour savoir qui contribue à quoi dans les projets par rapport au financement. Et puis aussi la question du changement des pratiques. Tout à l'heure, je vois que c'était évoqué la question du report parfois de charges sur l'entretien. C'est vrai que ces solutions au global, elles sont moins chères, mais par contre, il y a des redéploiements qui se font et il y a entre guillemets un petit peu des fois des gagnants et des perdants. Et c'est vrai qu'au niveau des services qui assurent l'entretien des espaces publics, il y a un vrai enjeu de prise en compte de l'impact en matière d'entretien qui ne doit vraiment pas être négligé. Et un travail, comme je l'entendais aussi sur d'autres collectivités, où on associe de plus en plus en fait les agents de terrain
pour valider en fait ce qu'on met en place et s'assurer de la durabilité de nos aménagements. Voilà, et puis on va peut-être, parce qu'il faut qu'on prenne des questions, excusez-moi de vous couper. Oui. Déjà, une première question, ce partenariat avec l'École nationale du paysage, elle est assez formidable, parce qu'on voit à quel point les futurs paysagistes s'intéressent à on pourrait dire à la vraie vie. C'est-à-dire que sur des cas concrets, on a même vu des images sur du pavillonnaire. Donc, c'est pas uniquement des jolis jardins, de l'espace public en hypercentre. Donc, on voit bien que c'est intéressant. Est-ce que, justement, là-dedans, il y a des démarches expérimentales que vous attendez d'eux pour, je sais pas, on entendait tout à l'heure des choix d'espèces tout à fait, j'allais dire, spécifiques par rapport, évidemment, au climat local et au contexte. Est-ce que Blois voulait en faire une sorte d'expérimentation à ce propos? En fait, oui, c'est exactement ce qu'on dit maintenant. On dit que Blois, c'est le laboratoire d'expérimentation urbaine en terrain réel avec les étudiants. Et pour vous donner un exemple qui nous fait plaisir, c'est que les étudiants et les enseignants qui les accompagnent, ils travaillent avec nos directeurs. Ils s'appellent directement, sans que finalement la direction générale ou les élus assistent à tout. Et à tel point d'ailleurs qu'ils se tutoient, donc ça montre la qualité de la relation qui s'est mise en place. Et comme ça, en fait, ils vont essayer des choses sur le terrain. Il y a même une partie du laboratoire à l'INSA qui travaille sur la sociologie. On finance un partenariat aussi avec eux, parce que là, on n'a pas tout développé, mais ils vont interroger les habitants et les agents pour les interroger sur leur perception des changements. Et après, on va restituer tout ça aux élus et à un certain nombre d'acteurs. Donc tout ça permet d'expérimenter et d'évoluer. Alors on a bien compris que c'était une démarche d'acupuncture aussi, ici, là dans 1000 points de la ville. Alors quand on voit micro-forêt, on a envie de dire, bon, bien sûr que c'est intéressant, mais d'abord c'est sûrement un petit bosquet, peut-être qu'une forêt. Et puis ensuite, est-ce que ça va vraiment faire descendre la température? Ou il en faudrait énormément pour arriver à cette performance que dans toutes les métropoles, évidemment, ils cherchent beaucoup avec ces forêts urbaines, avec des guillemets. En ce qui concerne les microforêts, elle était située dans un secteur où c'était très imperméabilisé et très sombre en fait. Donc vraiment, il y aura sur ce quartier-là un beau changement en fait en termes d'environnement végétalisé. En fait. C'est des immeubles d'habitation qui tout autour, des grands ensembles. Donc au niveau de l'ambiance, et puis au niveau aussi... Donc c'est bien lié à un quartier, c'est ça qui est intéressant. D'un îlot de chaleur, comme on dit, là, pour le coup. Là, ouais. Oui. Non, mais parce que je pense que ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'ils attendent aussi, c'est de voir des solutions concrètes sur des espaces et autres. Donc on voit bien, ce sont un patrimoine des années 60, on imagine. Voilà, ça avait devancé l'analyse de M. Bouillon, en fait, le choix de cette... Mais on savait que ce quartier-là méritait, en fait, d'accueillir un premier exemple de microforêt, en fait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Après, la microforêt, elle a aussi une dimension pédagogique. Après, on se l'est déjà dit aussi sur Blois, c'est pas la solution miracle. À cet endroit-là, c'était intéressant. Mais effectivement, c'est la diversité, la multiplicité des interventions sur les différents quartiers qui doit permettre de changer vraiment la donne. Et ensuite, justement, de revenir à cet outil cartographique qui permet aussi de vérifier si on a évolué ou pas. On va peut-être prendre des questions. Florentin? Deux questions côté participants en ligne. De savoir, est-ce que vous avez envisagé éventuellement de pouvoir repasser à l'air libre certains réseaux urbains de gestion des eaux pluviales qui seraient enterrés jusqu'ici? Et par ailleurs, sur la sensibilisation des espaces privés à la désimperméabilisation, est-ce que vous avez des outils en place pour sensibiliser justement le privé à cette ambition-là? Merci. Oui. Alors, sur la question des réseaux, alors à Blois, on a un ancien ruisseau, on va dire,
qui s'est transformé en réseau, comme à beaucoup d'endroits où il y a eu effectivement des réflexions, parce qu'il passe au milieu d'un parc urbain, où il y a une réflexion en cours sur ce sujet-là, mais qui n'est pas vraiment aboutie. Et puis ensuite, la deuxième question, vous pouvez juste me la rappeler, c'est... Ah oui, les outils. Bah, en fait, déjà, le principal outil, c'est un outil humain. C'est en fait avoir une personne qui va aller prêcher la bonne parole et tisser des liens, en fait, pour expliquer et essayer de convertir. Après, on réfléchit, j'allais dire aussi, et ça c'est quelque chose qui arrivera aussi à la fin de notre phase quand je dis on consolide la stratégie, c'est que il va peut-être aussi falloir mettre en place des outils financiers incitatifs aussi pour accompagner cette démarche. Quand vous dites distribuer la bonne parole, parce qu'il existe par exemple des permanences architecturales, est-ce que vous imaginez des permanences paysagères justement là-dessus? Est-ce que pour que précisément les gens viennent prendre conseil et ensuite développer ici ou là des opérations qui iraient dans votre sens? Oui, alors c'est vrai que ça peut prendre différentes formes. D'ailleurs, à Blois, on a mené déjà des actions de sensibilisation alors avec des partenaires extérieurs qui ont l'expertise sur d'autres territoires, aussi avec le CAUE, où on organise aussi en commun des sessions de sensibilisation avec l'école du paysage, où aussi chaque année on développe des séries de conférences. Après, effectivement, maintenant l'enjeu c'est de ne pas attirer que les gens qui sont déjà convaincus, oui, mais d'aller chercher d'une autre façon en fait les gens qui ne pensent pas à cette façon d'aménager quoi quelque part. En tout cas, on note bien le travail avec le CAUE, toujours très, très important dans les territoires. On cesse de le dire dans cette maison, mais c'est pas mal de l'entendre parce qu'il faut les consulter. Florentin, autre question? Non, pas d'autre. Séquence suivante, comme on dit.